Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 23e épisode des UBBistes. La France, double vainqueur du tournoi des 6 nations puisque les grands ont imité les U20 qui avaient remporté leur édition du tournoi ce vendredi soir. Et je suis toujours avec mon ami et trésorier du Jalib FC, club de supporters acharnés de Mathieu Jalibert. Salut Yann. Salut mon Cyril, ça va? Bah écoute, comme quelqu'un qui a remporté 2 trophées ce week-end, donc tout roule. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça faisait un peu de temps quand même qu'on attendait cette victoire là, et ça y est, Ouais, on a peu enfin trop un titre, longtemps. enfin un titre avec cette génération là. Et parce que c'est une semaine spéciale avec un grand match de gala qui nous attend ce dimanche soir au Matmut Atlantique, nous avons invité un ami des UBBistes, fervent supporter du stade toulousain. Personne n'est parfait. Adepte du beau rugby, fondateur et président du Jalib FC, le plus grand fan français de Fabien Galtier. Bon, ça, c'est à vérifier. Connu sous le nom de Greg Aki sur X, donc le cousin de Pita Aki, pour ceux qui n'avaient pas compris. Salut Thibaut. Salut les mecs. Salut Yann, salut Cyril. Salut à tous les auditeurs. Me voilà sur cette formidable chaîne. Ravi d'être ici et on va passer un super moment tous les trois. Ah, la première chez les UBBistes, ça va, t'as pas trop la pression en territoire hostile? Ah, je commence à le connaître, votre club, donc on va dire que je sais que j'aurai des avis qui seront pas à côté de la plaque. Ça fait un petit moment que je vous suis, donc ça va me permettre de parler de mon club de cœur, mais aussi de me parler d'un club que j'adore regarder et que je regarde tous les week-ends. Donc non, ravi d'être ici, sans pression, hyper content. Donc tout va bien. Trop cool. Bah, écoute, on va se régaler. Au programme de cet épisode, le retour donc sur les tournois remportés par l'équipe de France, avec un focus évidemment sur les Bordelais qui jouaient. Donc ils étaient 6 Bordelais, 7 si on compte un certain Chan qui nous rejoindra la saison prochaine. Et on fera ensuite du coup la grosse preview de la réception de l'Ogre toulousain au Matmut dimanche soir, avant de conclure par la présentation d'un ancien qui a un petit lien entre les deux clubs. Et donc ce samedi soir, l'équipe de France a battu l'Écosse de 15 points, 27-42 grâce à un doublé de Moefana en force. Biel Biarré qui en contre est bien servi par un Toulousain, Romain Tamac, qui égale d'ailleurs le record d'essais sur une édition avec 8 essais. Et Thomas Ramos, une nouvelle fois un Toulousain, qui inscrit lui aussi son petit essai. C'est le deuxième tournoi que remporte Fabien Galtier depuis qu'il est en poste, après 2022 et le Grand Chelem. Avant de faire un focus sur les joueurs bordelais, peut-être un avis sur ce match déjà, Yann, et ensuite on pourra faire un petit avis rapide sur le tournoi au global. Ouais, mais alors très content du résultat. Après sur le match, je pense que si on regarde la ligne de stats, je suis pas sûr que tout le monde va être content, tu vois. Enfin, tu vois, genre je trouve qu'on a été plus dominé, on a eu moins de maîtrise que le match contre l'Irlande ou l'Italie où on les a écrasés. J'ai trouvé qu'on a eu plus de mal. Il y a eu une belle animation côté écossaise qui nous a mis pas mal en difficulté. On s'est fait percer plusieurs fois. Je crois qu'ils sont à quasiment 1000 mètres parcourus, hein, donc ils ont bien traversé le terrain. Mais je sens tu vois, une force collective dans ce groupe qui est assez impressionnante. C'est que finalement, ils ont pas douté. Et dans un match qui est pas parfait avec beaucoup de scories, eh ben, tu mets 40 pions à l'Écosse, quoi. Et finalement, en fait, il y a pas de match parce que dès qu'on a voulu piquer, notamment avec ce super contre-attaque amené par Ntamak et après qui donne la balle à Louis, eh ben, on a un peu tué le game. Et c'est vrai que voilà, on sent quand même une super puissance avec ce gros paquet d'avant, avec ce 7+1 qui amène une grosse densité à la 60e. Quand tu vois, quand t'es écossais, tu tapes 60 minutes d'Atonio, Aldrit, etc. et qu'après t'as Marchand, Jelonge qui est rentré comme une bête, mais à fou, et ben tu dois désespérer un peu, quoi. Ouais, Thibaut, même impression sur ce match? Complètement. Complètement. On a été dominé, on a été sous pression pendant 40 minutes. On a fait face à une équipe qui avait rien à jouer et rien à perdre. Donc qui a joué son jeu et un jeu qui souvent nous met en difficulté, mais sans nous décrocher. Ça me faisait penser un peu au match contre les Blacks où on passe une première mi-temps effectivement à leur courir après. Mais on prend un peu le score, on n'est jamais loin. Et là, c'est encore ce qui s'est passé. Ils ont jamais su nous décrocher.
On sort à la mi-temps avec 40% de possession et on est à +3. Donc deux petits miracles avec l'essai refusé en toute fin de première mi-temps par la touche de Blerkinghorn et le jaune orangé de Movaka sur lequel on s'en sort bien, mais ouais, on a été acculé et pour autant, on est dense, on est physique, on lâche jamais rien. On est vraiment impossible Il n'y a pas d'écart possible contre cette équipe de France. Elle est complète, elle est forte dans les compartiments de jeu, dans les fondamentaux du rugby. Et clairement, on a vu une belle équipe d'Écosse, une équipe un peu moins belle de la France, mais une équipe qui est quasi imbattable avant cette seconde mi-temps où à chaque fois sur les 3 derniers matchs, on déroule parce qu'on est tout simplement surpuissant. Est-ce que cette équipe d'Écosse, c'est pas un peu l'équipe de France que nous, on aurait peut-être voulu avoir avec, tu vois, un Jalibert à la place d'un Finn Russell qui régale, mais qui peut aussi faire, tu vois, des scories, exemple la Chistera Manqué qui amène à l'essai de Bielbiaré et qui manque peut-être de densité en deuxième mi-temps avec, pour le coup, la réussite, en tout cas, sur ces 2 matchs du banc en 7 avant, un arrière. Après, force est de constater que c'est vrai que l'animation écossaise, tu as envie de la voir, quoi. Tu vois. Derrière, c'est hyper fluide. Il y a des courses qui sont magnifiques. Ça passe dans le dos. Les cellules, elles sont parfaites, etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire, quoi. Oui, on joue en black, on fait une passe, mais après, on a des fusées derrière et on met 40 pions en Irlande. On met 35 pions. On a battu le record, pratiquement le score de record contre l'Italie. Il y a juste l'Angleterre où il y a eu un peu alors l'Angleterre, je vois vraiment ce qui a manqué pour moi, c'est quand t'as Jalibert qui sort et t'as le banc qui rentre qui fait pas le même taf que tous les bancs qui sont rentrés contre l'Italie, contre l'Irlande et contre l'Écosse. Je pense que si on avait eu ce banc qui a un peu failli en Angleterre, si on avait eu ce banc irlandais, etc., je pense que c'est pareil, on roulait sur les Anglais. On a eu il nous a manqué un peu de jus, je trouve. Les Colombes n'a pas apporté cette densité. Il y a Oradou qui s'était troué. On n'a pas eu ce même impact. C'est ce qui nous a manqué. Mais quand ils sont comme ça, alors oui, c'est moins beau, mais par contre, c'est injouable, quoi. C'est injouable pour moi. Ouais, et puis en Angleterre, t'avais aussi toutes ces fautes de main là qui avaient coûté. En fait, c'est un peu une anomalie cette défaite en Angleterre parce que tu dois les exploser sur le match. Tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Ouais, exactement, ouais. Exactement. On a tout raté. Mais bon, on s'en sort du coup quand même sur un tournoi où tu bats le nombre d'essais sur un tournoi. Louis qui égale le record d'essais. Enfin, il y a quand même tous les voyants qui sont ouverts malgré ce que on pouvait penser à l'abord du tournoi. Tu regardes le truc, on est à plus 107 ou 108, je crois. Et l'Angleterre qui est deuxième, ils sont à plus 18. Donc en fait, on a littéralement, on a roulé sur ce tournoi. Alors que c'est une année impaire, ce qui est normalement quelque chose qui est très compliqué, quoi. On a plus 125 de différence de points d'avérage, puisque je crois que 105 ou 106 c'était avant le match contre Okay. l'Écosse. Mais du coup, une très belle édition où on s'est quand même régalé, même si effectivement c'était pas le jeu flamboyant qu'on aurait pu espérer, mais en tout cas ça a fonctionné et on est ravi de ce titre. Je vous propose qu'on fasse un petit retour donc sur les joueurs de l'UBB qui jouaient. Donc Maxime Lucu pour commencer, qui avait régalé du coup en remplaçant Antoine Dupont face à l'Irlande, était cette fois-ci titulaire. Il a joué 76 minutes avant d'être remplacé par Nolan Le Garec. 12 plaquages, 0 manqué, 14 coups de pied avec des longueurs incroyables. Il a réussi son retour avec les Bleus, Maxime. Ouais, clairement. Clairement, c'est vrai que là, il commence. Enfin, j'ai envie de dire, on voit, comme on l'avait dit la semaine dernière, on voit le Maxime de l'UBB tout simplement, et qui est parfait dans ce jeu d'occupation. Chez nous, c'est pareil. On a mine de rien, même si on a l'impression qu'on a un jeu assez aéré avec beaucoup de jeux, etc. On est quand même une équipe qui fait beaucoup de dépossession. Et quand t'as un neuf qui est capable d'envoyer des ogives à plus de 30 mètres de moyenne, balancer 12 plaquages avec tu vois, 100% au plaquage et même parfois de mettre des plaquages dominants parce qu'il a rattrapé quand même pas mal de coups. C'est extrêmement important. Hein. Chez nous, t'avais des matchs de Champions Cup où il avait fini, je crois, à 20 plaquages quoi dans le match. Alors ça montre que voilà la force de ce joueur, la force mentale, parce que bon, il a connu des moments un peu compliqués avec l'équipe de France. Et donc voilà, là pour le coup, il s'impose comme un vrai numéro 2. C'est pas un imposteur, il mérite sa place.
Et franchement, on est content pour lui. Ça fait vraiment plaisir à voir, tu vois. Ton point de vue de Toulousain sur Max Lucu, Ah Thibaut? ben, je rejoins complètement Yann. C'est assez incroyable comme il a explosé cette saison. Pas qu'il avait fait des saisons moyennes ou mauvaises jusqu'à présent, c'est pas le cas, mais cette année, je le trouve incroyable. Pour avoir douté de lui très clairement en 2024 et même me demander si il fallait pas réfléchir à une vraie option en neuf à l'UBB pour accompagner Jalib, ben j'en suis à me dire que non, en fait. C'est aujourd'hui des mecs qui pourraient être titulaires dans beaucoup de nations mondiales, et c'est le neuf parfait, mais littéralement parfait pour le système Galtier. Ce que disait Yann, sa longueur de pied, elle est complètement délirante. Sur les 22, il te sort à minima un ballon dans les 40 adverses. Sur ces 5, il dépasse 80% du temps la ligne médiane. C'est délirant. Il réinverse la pression sur chaque sortie de camp et ça change un match. Et dans une équipe où, mais même dans un rugby où l'occupation est un secteur clé, un Max Lucu derrière un pack en sortie de camp, c'est une folie. Donc moi j'ai rien à lui reprocher, il a été parfait. C'est 2 matchs et une entrée. Non, il a pas joué l'Italie. C'est un match et demi qu'il fait. Ils sont très haut niveau. Il tire la France vers le haut. Il colle au ballon. C'est pas sa force première, hein, c'est pas le Garec, c'est pas Jono, c'est même pas Dupont, mais il a vraiment ce truc. C'est pas un lent non plus, c'est pas un Conor Murray. Ça colle au ballon. Ça anime bien dans le sens où c'est pas le Max de l'UBB qui vraiment qui prend des initiatives et compagnie. Ça reste un Max qui joue en black, qui joue en une touche. C'est simple, mais c'est efficace. Et sa Chistera sur l'essai contre l'Irlande est magnifique. Enfin, il y a quelques moves en plus assez clutch qui mettent sa note à hauteur de 8. Ouais, je pense qu'un bon 7-8 pour Max. Et même, je l'ai vu à 6,5 là sur le match de l'Écosse. Moi, je l'ai trouvé vraiment très 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 bon face à l'Écosse. Vraiment. Je sais même pas s'il était pas à moins que ça L'équipe sur était les... à 5. Ouais. Ouais. L'équipe était à 5, mais middle, je crois que c'était 6,5. Ouais, ça sur l'équipe, ouais. Bon, on n'a pas vu le même match, mais effectivement, il a l'air beaucoup plus serein, en confiance. Il tente des choses comme contre l'Irlande avec sa Chistera. Enfin, il régale, et c'est vrai que il a un jeu qui correspond peut-être plus à Galtier qu'à Le Garec, qui en plus a un coup de pied qui est du coup bien moins performant. On l'avait vu contre l'Angleterre où il avait on en parlait la semaine dernière, mais la durée de ses coups de pied était trop faible pour permettre à nos chasseurs de monter. Et en parlant de chasseurs, on va passer de suite à un autre Bordelais qui est Damien Penaud, que j'ai vu dès le coup d'envoi chasser les Écossais. Il a été assez performant sur cette partie du jeu. Bon, ses stats sont pas incroyables. C'est 5 plaquages complétés, 3 plaquages ratés, 3 coups de pied, 5 passes, 1 franchissement, 6 mètres parcourus. Je pense qu'il a fait que des diagonales, que des transversales de Penaud. Il est sorti 9 minutes le temps que Movaka du coup, purge sa suspension de 10 minutes. T'en as pensé quoi du match de Damien Penaud, Yann? Un peu déçu. Il a été très peu servi. Alors il a essayé de se démener, franchement, on sentait qu'il avait envie, tu vois, quand à un moment il s'est pris un raffut par Van der Merwe, il a essayé de se venger sur le coup de pied de Lucu en essayant de lui mettre une cartouche, etc. Donc on sentait que il avait envie de s'engager. Mais par contre, il a pas eu beaucoup de ballons, même s'il a été décisif sur l'essai de Ramos, je pense. Ouais, c'est lui qui fait la passe D à Ramos, ouais. Mais globalement, très peu de ballons. Dans ce genre de match, tu vois, si c'est pas un ailier hyper propre, tu vois. Ça va pas être un mec comme Love, etc. Où sur le peu de ballons, il va essayer de les bonifier avec son pied, etc. Ses ballons hauts. Lui, il a vraiment besoin de cartouches pour faire ses travers magnifiques et pouvoir faire des exploits. Là, pour le coup, sans ballon, c'est plus compliqué. Donc c'est un match moyen, mais il a un peu plus de mal en ce moment. On sent que je suis pas sûr que la piqûre de rappel de Galtier a été si bénéfique que ça, tu vois. Je pense que je suis pas sûr que ce soit le bon fonctionnement à faire avec Penaud, pardon. Ouais, ton avis, Thibaut, toi sur Penaud sur ce match-là, mais en règle générale, on rappelle qu'il a pas joué le match contre l'Italie. Il avait été remplacé par Théo Atisogbe qui avait régalé d'ailleurs. D'ailleurs, il avait joué du coup contre Clermont, Damien Penaud avec l'UBB. Thibaut, t'en as pensé quoi? Penaud, je l'ai trouvé en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a déjà un premier point, c'est qu'il joue pas les 2 matchs faciles, c'est-à-dire qu'il joue pas contre les Gallois, il joue pas contre l'Italie.
C'est des matchs où tu te mets vite en confiance parce que c'est des matchs où tu marques beaucoup de points, où tu as un peu plus le ballon et donc tu te mets plus en valeur que contre justement l'Angleterre ou l'Irlande. C'est des matchs beaucoup plus difficiles où tu as moins de ballons et les quelques ballons que tu as, il faut que tu arrives à les rendre meilleurs. Il y a voilà, des défauts chez Damien, c'est son jeu au pied, c'est sa technique de frappe qui est pas parfaite, c'est les ballons hauts, c'est parfois la défense et le placement. Par contre, c'est aussi lui qui prend un intervalle et qui fait une passe au pied parfaite pour Biel Biarré en Angleterre et qui, en Irlande, pareil, prend un ballon de récup, traverse le terrain sur 25 mètres en largeur, envoie une sautée sur Louis qui termine magnifiquement le travail. Tout le monde ne l'aurait pas fait, mais c'est encore un décalage créé par Penaud. Donc c'est vrai que quand il a le ballon, il est capable de tout. C'est un atout qui est considérable. Par contre, oui, dans ce rugby où il faut être très précis, très bon au pied, très bon en défense. C'est vraiment un rugby un peu réducteur, entre guillemets, qui pratique pas du tout à l'UBB. Donc, comme il a énormément de ballons, on se rend un peu moins compte de ses défauts. Là, en équipe de France, effectivement, il faut être très bon en défense, il faut être très bon au pied, il faut être très bon sous les ballons hauts. Donc, effectivement, il compense par des très bonnes attitudes offensives. Mais effectivement, on voit plus ses défauts en équipe de France. Donc, j'irai pas dire que c'est un tournoi raté, mais je dirais pas dire que c'est un excellent tournoi. Je pense qu'il a été bien. Et du coup, pour enchaîner avec un troisième Bordelais sur les 4 du coup qui étaient sur le terrain samedi soir, il a marqué 2 essais. Il se récompense d'un tournoi qui a quand même été très réussi. Donc il marque à la 18e et à la 62e tout en puissance. Il a fait 13 plaquages plus 5 ratés quand même. 41 mètres parcourus, 4 défenseurs battus, un franchissement, une passe. Bon, Yoran, il a régalé tout le monde et j'ai l'impression que sur ce tournoi, il a commencé à se créer son petit fan club, Moefana. Ouais, clairement. Là, c'est vraiment le tournoi de la révélation pour lui. Ça y est, enfin, il s'installe comme un 12 de niveau international. Ce qu'on attendait de lui depuis pas mal de temps. Pour le coup, là, on peut, ouais, comme je crois que je l'avais dit la semaine dernière, on peut un peu féliciter Galtier dans le sens où il s'est un peu acharné à le fixer en 12. Donc c'est bien, même s'il l'utilisait un peu trop, je trouve, comme Jonathan Danty, et c'est vraiment pas le physique pour. Mais voilà, là, il a pris conscience de son potentiel physique. Je pense parce que mine de rien, il a quand même une grosse densité avec son bas du corps. C'est un gros jumper, etc. Et franchement, voilà, là, il a affronté des vrais adversaires très denses et il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup dominant. Et là, sur ce match de l'Écosse, c'est un peu le feu d'artifice, quoi, parce qu'il marque 2 essais, dont un tout en finesse. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Alors après, en défense, c'est vrai qu'il y a encore des plaquages ratés, mais quand j'ai fait mes vidéos, je sais pas si je vais le publier ou pas, mais c'est plus des plaquages lâchés entre guillemets parce qu'il y a un copain intérieur ou sur lui que de vrais plaquages ratés. C'est-à-dire que par exemple quand ils sont troués en plein centre du terrain avec Kinghorn, je suis pas sûr que ce soit compté comme un plaquage raté, alors que pour le coup celui-là, il aurait pu nous coûter 7 points. Si Kinghorn ne part pas en touche, une micro touche avec le coude je crois ou le genou, mais tu vois, ça c'est pas un plaquage raté. Par contre, il a à bout de bras, il lâche parce qu'il y a Ficou intérieur. Ça c'est compté comme un plaquage non complété et raté. Donc tu vois, c'est toujours la problématique des stats. Moi, ce que je vois, c'est que il a avancé à l'impact et surtout en défense, il a mis des plaquages offensifs et il a été assez agressif. Voilà, moi c'est ce que je retiens de tout son tournoi, même si dans la ligne de stats, il y a trop de plaquages ratés. Je suis complètement en phase. C'est exactement ça. Le seul petit bémol, le petit point noir, c'est quelques lectures défensives. Et sinon, tout le reste, délirant. Il a vraiment passé un cap cette année. Tous les 12 qu'il a affrontés, il les a dominés. Alors, il n'y avait pas Tuipulotu, mais Tom Jordan faisait un excellent tournoi. Ça aurait été bien de le voir face à Tuipulotu, qui est dans son prime et qui est absolument incroyable. Ça aurait été un vrai duel. Mais par contre, tous les autres, il les a gagnés. On parlait, enfin, je disais tout à l'heure que dans le système Galtier, il y a des choses qui sont importantes, comme la défense, comme les ballons, comme le jeu au pied. Mais il y a le 12 aussi. Et le 12 sous Galtier, c'est vraiment un joueur clé. C'est un mec qui va répéter les courses. C'est un mec qui va être le point de fixation pour les lancements ensuite. C'est un mec qui va venir déblayer, qui va aider ses gros. Et Moefana a vraiment passé un cap. Il joue relativement différemment. Il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus dans le déplacement à l'UBB. Et il est capable de jouer comme j'exagère un peu, mais comme un De Allende, comme un Danti, et c'est assez fou que dans cette
palette technique, mec qui soit capable d'aller jouer sur l'extérieur, qui soit capable de jouer 13. Je suis convaincu que ça pourrait être un bon 13. Quelqu'un vraiment qui est capable de produire du rugby de déplacement, d'être aussi fort et doué dans un rugby ultra frontal. C'est un peu inattendu quand même. Et c'est en ce sens que son tournoi a été extrêmement réussi. Donc, pour moi, rien à dire. Il est dans les top 10 du plus grand nombre de courses. Il a joué quasiment 5 fois 80 minutes. Il a été partout, il a comblé les trous. Je trouve que c'est presque Barassi qui a été un peu plus à la faute, ou même Ficou parfois que lui. Donc non, moi je mets du 8,5 ou 9 sur la perf de Yoram global, et peut-être même 9 parce que tout le monde doutait de lui, beaucoup de critiques ces derniers temps, énormément de gens qui demandaient pourquoi ce mec avait 30 sélections. Aujourd'hui, il a expliqué pourquoi il avait 30 sélections, tout simplement. Ouais, ce qui est sympa en plus, c'est l'évolution au cours du tournoi, parce que on voit même qu'il a pris confiance, parce que tu regardes le match du Pays de Galles avec Barassi, ils ont fait que des rucks en fait. Il y a pas eu plus que ça. Tu les voyais, ils étaient que au soutien pour déblayer, etc. Et petit à petit, on voit que tous les ballons passaient par lui, hein, en fait. Les premières attaques, sortie de mêlée, sortie de touche, tu te prenais plus la tête. Alors soit après il faisait pivot pour jouer sur le 10 derrière, soit il allait essayer de gagner quelques mètres en percutant. Donc c'est aussi marrant de voir son évolution et son intégration dans le groupe. Tu vois, il va peut-être devenir un peu papa, même parce que c'est surtout c'est un joueur extrêmement discret, hein, tu vois. Je pense qu'il doit difficilement s'imposer aux autres. Donc c'est bien qu'il prenne cette confiance-là. Ouais, il a été de plus en plus visible au fil du tournoi, et c'est vrai que moi j'avais des potes du coup suiveurs de l'équipe de France qui se demandaient un peu l'utilité d'un Moefana, parce que les tâches de l'ombre tu les vois pas forcément, mais là du coup vu qu'il portait un peu plus la balle et qu'il distribuait un peu plus, tu voyais vraiment l'impact qu'il peut avoir, et encore plus du coup quand il est récompensé avec 2 essais. D'ailleurs, une belle connexion avec Ficou, même si évidemment qu'on aurait préféré un petit Nico Deporter pour nous régaler. Mais bon, le principal, c'est évidemment que la France ait gagné ce match et remporte le tournoi. Dernier bordelais qu'on va aborder, c'est évidemment la fusée Louis Biel-Biarré qui remarque un essai. Donc, un essai au minimum par match sur ce tournoi des 6 nations. Il égale donc le record du nombre d'essais sur une édition avec 8 essais, un record qui date d'il y a 100 ans. À l'époque, il y avait moins de matchs, hein. Du coup, il n'y en avait que 4. Mais ça montre quand même le tournoi de Louis et Yann. Déjà l'équipe a a battu le record des Anglais du nombre d'essais, et lui, il en a marqué 8. Voilà. Donc dans ce système, comme le disait Thibaut, hein, c'est un assassin, quoi. C'est-à-dire que le moindre ballon qui tombe, soit tu vas taper dans le dos et il va plus vite que tout le monde, soit il la récupère et pareil, il va plus vite que tout le monde. Donc t'as le droit à zéro erreur. Contre les Blacks, c'était pareil en novembre, hein. Ils ont fait un tout petit en avant, et tu t'es retrouvé entre les poteaux. Et là, c'est exactement pareil contre l'Écosse. Quand t'as un joueur comme ça va être très compliqué. Alors tu sais que tu vas pouvoir l'arroser de chandelles et qu'il va perdre des duels aériens. Par contre, si tu fais un en avant dans la ligne et qu'il récupère le ballon, accroche-toi, il y a Louis qui arrive, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, je crois qu'il a été sélectionné pour être le meilleur joueur du tournoi. Bon, c'est mérité, même si côté français, j'aurais peut-être mis plus en avant. Moi, j'avais mis plus en avant Cross, qu'on voit pas, mais qui est extrêmement important. Là, pour le coup, c'est vraiment un joueur de l'ombre avec des plaquages énormes. Et même Moefana, qui je trouve a été l'une des révélations de ce 15 de France, avec Guillard et Gros, c'est les deux qui m'ont impressionné parce qu'ils sont imposés en fait en tant que numéro 1 sur ce tournoi. Alors peut-être pas Guillard parce que il y a quand même une sacrée machine qui s'appelle Meafou, mais tu vois, je pense qu'il a quasiment assuré son niveau au niveau de au niveau de la touche. Je pense qu'il va être difficilement délogeable, même si on a un certain Tuilagi qui reviendra de blessure. Donc ouais, Louis, il a fait du Louis, une vitesse exceptionnelle. Et là où ce que j'ai aimé dans ce tournoi, alors sur les ballons hauts, et on voit qu'il est encore en difficulté, mais ça va aller mieux parce que il va forcément s'épaissir. C'est dans sa lecture défensive. C'est vraiment là, encore une fois, il arrive à super bien couper les extérieurs en faisant des rush défense, donc c'est des montées très rapides sur l'avant-dernier, et il coupe. C'est là un moment il a mis une cartouche sur Russell qui a assommé, je crois, Jones, où il avait fait une petite cathédrale d'ailleurs. Bon. Mais il arrive maintenant à couper ses lignes de passe, et ça c'est extrêmement impressionnant parce que
on s'en rend pas bien compte, mais le poste d'ailier, c'est un des postes les plus difficiles à défendre. Parce qu'en fait, il faut que tu arrives à anticiper ta ligne, soit il faut que tu glisses sur ton ailier, soit il faut que tu montes en inversé pour couper les lignes de passe. Et ça peut être assez terrible parce que si tu montes en contre-temps, tu te manges des 2 contre 1 et après tout le monde voit que c'est toi qui as fait la faute. Tu vois. Donc, euh, donc bravo Louis, bravo, super tournoi. Donc, écoute, waouh. Louis, vraiment, waouh, parce que déjà son âge, 21 ans, et arriver à faire ce que tu fais à cet âge-là, je pense que ça montre que le gars a un talent de malade, des mensurations assez folles. À 21 ans, il tourne à 1,85 m pour 80 kilos. On se rappelle de joueurs comme Ntamak en U20 ou à 20, 21 ans, tout flinguettes, grands et flinguettes, et qui aujourd'hui sont élancés et relativement buffs. Je n'imagine même pas le corps de Louis dans 5, 6 ans. Ça peut devenir lunaire. Un buff physique, rapide. Il perdra peut-être un poil de vitesse, mais il sera toujours plus rapide que tout le monde. Il va progresser sur les quelques points faibles qu'il a, c'est-à-dire les ballons hauts. Aujourd'hui, j'en vois pas d'autres. Vitesse, intelligence de jeu, technique individuelle. Il a tout montré sur ce mois de février-mars, là, c'était impressionnant. Franchement, il a passé un cap, et c'est des caps que tu passes autour de 25, 26 ans, c'est pas des caps que tu passes à 21 ans. Donc, j'ai aucune idée d'où peut aller ce gars-là, mais c'est sûr qu'il va aller très, très, très haut et très, très, très loin. Donc ouais, pour détailler un peu le joueur, ben, t'as des équipes entières qui s'adaptent à ce gars-là, quoi. Il prend un ballon, il peut prolonger au pied. Un Ramos, un Ntamak, un Moefana, tout le monde peut aller le chercher dans cette zone libre, et il est quasiment à chaque fois avant son ailier, voire même avant le 15. Donc il y a des systèmes qui se créent pour se protéger, pour défendre cette zone en rideau 3. C'est surréaliste. C'est lui à lui seul qui crée ces systèmes défensifs. Et puis après, non, en vitesse, en prise de balle, en intelligence, dans ses déplacements, son jeu au pied, il est propre, il a une bonne longueur. C'est peut-être pas ultra précis, et encore, quand je compare à beaucoup, beaucoup d'ailiers, c'est un vrai pied, c'est très sérieux. Donc le seul truc que je pouvais critiquer, j'avais fait quelques vidéos de lui, c'était sur la partie défensive, et exactement comme dit Yann, il y a cette partie sur Russell où il vient en cut, et il le découpe, et contre l'Irlande ou l'Italie, il avait fait exactement la même chose, il avait fermé au bon moment. Et c'est extrêmement dur parce que si tu te trompes, tu te fais allumer, parce que tu ouvres un intervalle sur 5 mètres face à des mecs qui sont censés justement être les meilleurs pour finir dans ces zones de 5 mètres sans vis-à-vis. Donc les 2 fois où il est monté en coupe, eh ben, il a réussi à prendre l'adversaire. Et même dans ses déplacements, dans ses gestions, il a plus ce côté venir entre le 15 et l'ailier, se perdre un peu. Non, franchement, il a gommé des défauts qu'on gomme pas à 21 ans. Ce gars-là a un avenir complètement fou. Et je comprends qu'on parle de lui comme un peu de Dupont, toute proportion gardée, parce que c'est pas le même poste, mais il est tellement dominant et il crée tellement de dangers, et les systèmes défensifs s'adaptent tellement à ce joueur, que je comprends la comparaison avec Dupont. On est vraiment sur une superstar avant l'heure, quoi. Une pépite qui joue pas Toulouse. Il en faut quelques-unes. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça aussi qu'on a invité Thibaut, c'est que il peut te parler des joueurs des équipes adverses, donc de l'UBB ou autres, pendant des dizaines de minutes. On vous invite, on vous mettra le lien vers son compte Twitter. Bon, je pense que beaucoup des auditeurs des UBBistes suivent déjà Thibaut, mais on vous invite à aller le suivre parce qu'il parle très bien de beaucoup de monde, et pas seulement des joueurs du Stade Toulousain, là où nous on a quand même plutôt tendance à se focaliser sur l'UBB. Pour continuer, on avait Johnny Gray qui devait jouer, il devait être sur le banc, et on a appris, je sais plus si c'est la veille ou le matin du match, que il était forfait, blessé au genou. Alors on n'a pas de nouvelles de cette blessure. On aura sûrement le point infirmerie du club qui va tomber du coup samedi en même temps que la compo. Ça pue un peu pour dimanche, je pense. C'était à la cheville qui s'était blessé à Belfast. Ouais, exactement. Il s'était tordu la cheville. Mais là, ce serait vraiment un gros coup, parce que après Coleman, on n'a toujours pas de nouvelles, mais on sait qu'il est out. Là, si on perd Gray, alors Gray c'est vrai qu'il a été forfait, mais dès la semaine, il était remplaçant. Donc je me dis, est-ce que il avait senti une gêne et qu'il avait préféré le mettre sur remplacement, et puis après, la veille du match, quand il s'est testé, voilà, on va espérer que c'est juste
je sais pas moi, le genou qui gonfle parce qu'il a trop joué ou un truc comme ça, mais parce que là on serait un peu juste parce qu'il ne reste plus que Caso et Petit et après derrière c'est Ricard ou le jeune Ngambous, donc ce serait un peu léger face au Stade Toulousain quand même. Ouais, alors Antitu, ce serait très bien. Ouais. Bon, on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que sur le banc, ce serait peut-être un peu léger. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il avait enchaîné Gray depuis son retour de blessure, qui était donc du coup le premier match des Six Nations. Sauf que vu qu'il n'y a pas d'accord entre du coup la fédération écossaise et la Ligue nationale de rugby, eh ben il avait aussi joué avec l'UBB parce qu'en plus on était court en deuxième ligne. Et donc c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné depuis son retour de blessure et que on espère que ce soit pas du coup une blessure de fatigue. Mais bon, on en saura sûrement plus samedi. On espère peu le voir dimanche, mais on espère en tout cas que ce sera pas des longues semaines d'absence pour Johnny Gray, parce que là, on va en parler un peu plus tard, mais le calendrier va être intense jusqu'en juin, si tout va bien. Donc voilà pour les grands. Côté petits, tu mentionnais Ngambous. Les U20 se sont imposés eux aussi contre l'Écosse et ont profité du coup de la défaite des Anglais contre le Pays de Galles pour arracher ce tournoi des 6 nations U20. Victoire 45-40. Voilà, ça a envoyé 85 points dans le match. Petit mot sur Ngambous peut-être pour commencer, Yann. Alors ceux qui veulent voir un peu les images des U20, Yann a fait des compiles sur son compte Tuisova UBB des meilleures actions de Echegaray et Mousquet aussi, il me semble que t'as inclus. Pour le match contre l'Écosse, ouais, j'ai fait les deux, ouais. Et Ngambous. Donc on commence peut-être par Ngambous. Ouais, il était titulaire, il a fait un match plutôt propre. Bon, peu de ballons en attaque, mais après je l'ai trouvé très bien dans les secteurs, dans les fondamentaux du poste, pardon. C'est-à-dire qu'en touche, il a été très aérien, je l'ai trouvé très bon. Et en mêlée, il a quand même pas mal calé à la mêlée, parce qu'à un moment, on s'est pris un carton jaune, et il était à 7 contre 8, et je l'ai trouvé très solide face à une belle mêlée écossaise qui a malmené pas mal d'équipes pendant ce tournoi Destination U20, et après costaud en défense. Donc tu vois, il a fait un bon match sans plus, mais il a fait un très bon match. Je pense que c'est vraiment un joueur qui est assez hybride. Il a un physique qui est assez important parce qu'il fait quasiment 2 mètres et il doit faire 127 kilos, mais il arrive à être hyper mobile et avoir une technique qui est assez impressionnante. Donc tu vois, c'est même un mec qu'on va pouvoir mettre en 4 parce que l'année prochaine, visiblement, c'est un poste où on va être un peu faiblard. Donc pourquoi pas, tu vois, il pourra faire comme Caso, passer du 5 au 4 sans trop de soucis. Donc c'est plutôt un bon truc. Je suis assez d'accord, j'aime bien le profil, comme tu dis, il est grand, il est physique. On pourrait imaginer que ça pourrait d'ailleurs même devenir un 5 à terme. Et quand on voit les blessures de Coleman et de Gray, aujourd'hui tu te retrouves quasiment qu'avec des 4. Et Caso, évidemment, qui peut jouer 5, mais t'as pas vraiment d'option. Ricard est vraiment un pur 4, Petit est vraiment un pur 4. Et Ngambous a vraiment ce côté 4-5 avec à 20 ans un corps qui fait penser que pareil dans 4-5 ans potentiellement les 130-135 ça peut vraiment devenir intéressant. Et un 5 avec un corps de 135 kilos mais qui se déplace comme il se déplace aujourd'hui, ça peut vraiment être une bonne surprise. Donc je pense qu'il a des lacunes en termes de rugby. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On n'est pas sur un crack au niveau de ses déplacements, de son intelligence de jeu et compagnie. Je peux me tromper, j'ai vu que les 2 matchs, le Sharks et l'autre, et quelques matchs du Six Nations. Donc c'est un peu tôt, le spectre est un peu tôt pour juger, mais je vois quand même un énorme potentiel physique, avec des vraies aptitudes physiques, et qui est capable, dans ce jeu du bébé, de progresser beaucoup plus au niveau des déplacements, des jeux de main et compagnie, que s'il jouait à Montpellier. Donc c'est plutôt positif de voir un mec comme ça à l'UBB, et ça pourrait être une bonne surprise pour l'UBB déjà, et même en potentiel EDF sur le long terme. Trop tôt pour l'instant, mais sur le long terme, ça peut être intéressant. Bon, après c'est sûr, hein, le 5 qui a vraiment fait la maille là avec les U20, qui a été vraiment impressionnant, c'est Mezou, le Toulonnais tu vois, qui est largement au-dessus. Mais voilà, Ngambou, c'est ça, c'est ce côté gros physique, mais qui abat énormément de travail. Donc c'est intéressant. C'est pas un joueur bateau, tu vois, voilà, il arrive à se déplacer. Et je pense que, comme dit Thibaut, avec notre système, c'est possible qu'il grandisse très rapidement.
Mais écoute, je pense qu'effectivement, tu le disais, on risque de le voir un peu plus la saison prochaine. En tout cas, c'est vrai que les profils hybrides, un peu comme ça, 4-5, c'est des choses qui plaisent beaucoup au staff de l'UBB. Bah clairement. En même temps, même tous les groupes pro maintenant cherchent des hybrides. Quand tu vois même le Stade Toulousain, l'équipe de France, en fait, les joueurs idéaux, ils peuvent jouer deux, trois postes quoi. Et en fait, c'est ce que tout le monde recherche pour faire des bancs en 6+2, pour faire des bancs en 7+1, même en 8-0 avec Mathieu qui peut dépanner à l'aile, tu vois. Tu cherches cette polyvalence. Et 4-5, il faut en fait c'est 4-5 la polyvalence, c'est que tu cherches un second ligne assez physique pour pousser au cul du 3 quoi. C'est ça en fait, c'est toute la question elle est là, c'est pousser au cul du 3 et être assez dense pour faire avancer les molles, tu vois. Donc ça va être intéressant parce que je pense qu'il a vraiment un potentiel là-dessus. Ouais, parce que le 4-5, ça va être, tu vas avoir le 5 où tu vas vraiment chercher dans le rugby moderne, du Meafou, du Van der Merch, vraiment un skeleton de la vraie puissance. Et le 4-5, ça va être vraiment sur le poste de 4 où tu vas te dire, le 4 de l'époque était un peu plus aérien, léger. J'ai un nom qui me vient, mais tu voyais Oradou un peu dans le profil, c'est vraiment le pur 4. Brennan, qui joue certes troisième ligne aussi, ben Oradou d'ailleurs, mais qui est vraiment un pur 4. Et puis tu as ces mecs qui sont une sorte de 4 mixé avec un 5, donc ils n'ont pas la puissance d'un 5, pas la puissance d'un Meafou, d'un Skelton ou d'un Tuilagi, mais par contre ils ont une puissance largement supérieure à des 4 et potentiellement capable d'être aussi un peu aérien, capable d'avoir des bonnes mains, et c'est en ça qu'Engimbu ça peut me paraître pas mal, parce que des bonnes mains, capable de sauter en touche, plus physique qu'un 4 normal, donc ouais, ça peut être la bonne surprise sur le long terme à l'UBB, je suis assez d'accord, ouais. Mais nous, on adore voir les espoirs comme ça qui nous donnent du coup des perspectives sur les prochaines saisons, d'autant plus qu'effectivement apparemment le recrutement sur la deuxième ligne serait clos avec l'arrivée de Boris Palum et le départ de Guido Petit et d'Alexandre Ricard. Je me dis que voilà, si Ngambous est au niveau, ça peut être aussi une très bonne surprise l'an prochain. En parlant de surprise du coup de cette année, Yann Echegaray, il a régalé encore une fois sur ce match. Et il a régalé aussi avant ça sur le match contre l'Irlande. Tu peux nous en dire un peu plus, Yann? Ouais, il a flingué la cellule de recrutement et le staff. C'est-à-dire qu'en deux matchs en équipe de France U20, il s'est imposé comme le 15 titulaire. C'est-à-dire que je pense qu'à la Coupe du Monde, ce sera lui à la place de Pacom. Et avec l'UBB, il est rentré dans la rotation, quoi. C'est-à-dire que Rébier, je pense qu'on le verra plus. On verra plus Samuel Allel. Et puis, tu vas même plus hésiter, en fait, tu vois, sur un match où tu dois faire opposer tes cadres, et ben tu vas réfléchir et je pense que tu vas plus facilement le mettre parce qu'à l'aile il a été performant. En 15, alors encore sur les ballons il est encore un peu tendre, mais par contre il a un coup de pied de mammouth. Donc dans le top 14, un 15 qui a un énorme coup de pied, c'est hyper important. Et puis après, on l'a vu contre l'Écosse. T'as l'impression que c'est un faux lent, mais en fait dès qu'il accélère, il traverse le terrain. Donc t'as l'impression qu'il joue vraiment avec des enfants. Dès qu'il a envie d'accélérer, il va traverser le terrain et puis soit il va offrir un essai, soit il va marquer. Donc vraiment, lui, c'est la bonne surprise. C'est-à-dire qu'il a été blessé pendant 2 ans, et là, en 4 matchs, il met tout le monde d'accord, et voilà. Donc du coup, il faudra peut-être un peu le gérer, parce que ça reste quand même un joueur fragile. Donc là, il commence à enchaîner énormément de séquences, tu vois, avec beaucoup de voyages, beaucoup de fois avec le monde pro, etc. À mon avis, ce serait quand même malin qu'il soit pas présent à Toulouse, et je pense qu'on peut s'en passer, parce que tous les internationaux vont revenir. Par contre, ce serait intéressant de le voir dans une salle au Racing. Je pense qu'un joueur comme ça qui a de la vitesse, ça peut être vraiment sympa. Ouais, je partage complètement. J'adore ses courses. Lui, pour le coup, il a vraiment un QI rugby très très élevé dans ses déplacements, dans ses positionnements, dans ses prises de balles, dans ses prises d'initiative, dans ses courses. Il a toujours la tête haute, à l'instar d'un Jalibert qui, pour moi, est le maître en la matière. Il court toujours avec le regard droit, le corps, le buste, tout est droit, ça regarde, ça sait où aller. Très bonne technique de passe à gauche, à droite. Bref, un gros, gros, gros joueur esthétique. Seul petit détail, c'est ça, de grosses blessures, sur les dernières années. 1,80 m, ça va pas grandir beaucoup plus. Donc, soit on en trouve des steps à la Mousquet,
et ça peut compenser cette taille, soit faut que vraiment ce soit un gars hyper intelligent et qui, dans ses déplacements, se mette rarement en danger. Pour l'instant, c'est ce qui dégage, mais il est pas ciblé par les défenses parce que il a 3 matchs de top 14, donc on fait pas attention, et quand on fait pas attention, on voit qu'il est capable de traverser le terrain au bout de quelques secondes, donc ouais, gros potentiel, gros QI rugby, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'emballer, mais joueur très élégant. Ouais, on rappelle qu'il avait marqué l'essai le plus rapide de l'histoire du top 14 à Perpignan. Il avait aussi offert un superbe essai à Nicolas Deporter à Bayonne après une récupération ballon haut. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir une palette très complète, et il y a un joueur aussi que tu as mentionné qui risque de perdre un peu une place dans la rotation, c'est Nance Ducoing. Alors je sais pas s'il est apte actuellement, mais c'est vrai qu'on risque de peu le voir d'ici la fin de sa carrière. Ah bah clairement, là enfin moi j'hésite pas quoi. Vu en plus Nantes, il s'est un peu éliminé tout seul, tu vois, et son match contre le Loup, enfin tu vois, ça faisait 3 mois ou 4 mois qu'il avait pas joué. Il me fait cette relance, il donne le ballon à Nilashvili. Bon, t'as compris. Après, on avait perdu, quoi. Mais et t'en as un qui arrive de nulle part, qui a pratiquement pas joué avec les espoirs et qui arrive à traverser le terrain et à être. Et t'as l'impression qu'il a pas trop la pression. Ça, c'est impressionnant sur ces jeunes. C'est cette faculté en fait. T'as l'impression qu'ils ont le boulard ou qu'ils s'en foutent. Et en fait non, t'as la pression qui coule sur eux. Shane Mousquet c'est pareil. Hein, son premier match contre le Stade Toulousain, enfin c'est quelque chose d'incroyable quoi. De pas ressentir la pression comme ça. Je sais pas en quoi ils sont faits en fait. Maintenant, depuis la génération Ntamak en fait, t'as l'impression que les mecs la pression ça existe pas quoi. Tiens, bah, d'ailleurs, tu peux enchaîner sur Mousquet et son tournoi et son match. D'ailleurs, les photos de célébration de Mousquet et Etchegaray qui se jettent dans les bras l'un de l'autre, ça régale, et on se dit qu'en juin 2026, peut-être qu'ils tomberont aussi dans les bras l'un de l'autre. Mais bon, il y aura encore du boulot avant ça. Un petit mot sur Chan? Moi, j'adore ce type de joueur, que ce soit Etchegaray ou Mousquet, c'est ces petits ailiers de poche avec des crochets incroyables. Il a un crochet intérieur. À chaque fois, les mecs ils partent loin quoi. Ils partent très loin. Et en plus, ils arrivent enfin, ça je t'avais déjà dit, mais dans la collision, ils arrivent en fait toujours à faire des sortes de rotations pour pas subir à fond l'impact. Parce que normalement, en fait, avec un physique comme ça, tu devrais te faire découper en tech 14. Et eux, en fait, avec leurs appuis et et je sais pas comment ils font une rotation à l'impact, ils arrivent en fait à pas subir la pression et à même mettre des mecs par terre, tu vois. Et donc ils sont assez impressionnants, ils sont hyper intelligents. Euh, Mousquet, alors là, il va être peut-être un peu déçu parce que peut-être qu'on lui a dit qu'il allait peut-être jouer 15. Je vois plus Etchegaray jouer 15. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système UBB, tu joues à l'aile, t'es jamais à l'aile en fait. Donc tous nos ailiers sont partout sauf à l'aile. Louis, tu le vois rarement sur son aile. Penaud, c'est pareil. Donc il y a cette notion de dézonage qui est extrêmement importante chez nous. Donc il va plus toucher de ballon qu'à Bayonne où c'est un style un peu classique pour les ailiers quoi. Ouais, c'est vraiment un joueur extrêmement électrique. On lui souhaite la même carrière qu'un Colby, mais ça ressemble à quelque chose déjà si jeune, un crochet intérieur incroyable et une vraie technique individuelle pour le coup, capable de sortir les bras, de passer les bras, 1m77, 78, quelque chose comme ça, pas grand, hein. Et pourtant, toujours le step qu'il faut, le bon moment, grosse anticipation sur les défenseurs, capable de faire jouer après lui. Ouais, gros talent. Effectivement, je le vois beaucoup plus ailier. Ça reste des ailiers capables de jouer 15, évidemment, mais je le vois presque plus ailier, et peut-être John en 15, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, le côté Mousquet, c'est un peu plus foufou. Il est capable de se tromper. Il tente beaucoup, mais il est capable de se tromper. Etchegaray, ce qui m'impressionne, c'est cette confiance en lui et cette justesse technique. Il est vraiment très juste, peut-être plus juste qu'un Mousquet. Mais ouais, gros potentiel aussi. Il y a que ces physiques qui me font douter dans le rugby moderne. Toujours le doute un peu d'un Capozzo, par exemple, qu'on a chez nous, et qui a mis du temps à atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui, parce que effectivement, ben, c'est des corps où quand tu fais 1m78 pour aller chercher un ballon, c'est pas évident. Ta longueur de pied, elle n'est pas forcément aussi bonne parce que t'as pas les cuisses d'un Ramos. Voilà, c'est des gens très bons, très techniques, des joueurs vraiment à l'aise avec le ballon, et
gros cuit rugby, mais ces corps-là me font penser que ça peut être difficile à l'international. Sur du top 14, ça ira très bien. Et quand les phases finales vont arriver, pour l'UBB en Champions Cup et en top 14, ou même à l'échelle supérieure à l'international, je me demande comment ces mecs vont réagir. Maintenant, je parle dans un futur lointain, ils ont 19 et 20 ans, on a largement le temps de les voir se développer. Et on a hâte de les voir se développer sous nos yeux à Chaban. Ils vont nous régaler. Et même, alors pas Chan, mais même Yon, il va pouvoir nous régaler encore un petit peu cette saison. Voilà, on a fait le tour des Bordelais qui jouaient ce week-end parce que je crois que Georgie ne jouait pas avec la Géorgie. Géorgie qui a gagné le REC, qui est le Rugby European Championship, donc qui est un peu la division 2 des 6 nations. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Place au retour du top 14. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Et ce dimanche soir à 21h au Matmut Atlantique, le choc de cette deuxième partie de saison du top 14. Alors ce sera peut-être pas le seul UBB Stade Toulousain qui nous reste, peut-être qu'il en restera encore deux, on espère d'ailleurs, et ce sera l'occasion de réinviter Thibaut pour qu'on puisse se faire des petites previews et se régaler. UBB Stade Toulousain. Alors, je vais juste rappeler un petit peu le calendrier qui attend l'UBB à la suite de ce 6 nations parce que c'est très très chargé, très dense. Donc dimanche UBB Stade Toulousain. On rappelle d'ailleurs que les United BB font un gros barbecue, un UBBQ à 16h sur le parking du Parc des Expos, donc qui est juste à côté du Matmut. Si vous voulez aller papoter, boire une bière et manger une merguez avant le match, allez-y, ça risque d'être très cool. On ira ensuite à la salle municipale, comme Nicolas nous l'a appelé, du Racing le 30 mars. Donc pareil, ce sera un dimanche soir. Il reste des places avec les United BB si vous voulez aller mettre l'ambiance à Paris, que ce soit en car ou si vous êtes déjà en Île-de-France, vous y rendre. Vous pouvez prendre vos places directement avec eux. Et ensuite, place à la Champions Cup où on recevra du coup le week-end du 6 avril l'Ulster. Donc on s'était déplacé à Belfast pendant les phases de groupe. On les reçoit pour ce 8e de finale. Et ensuite, en quart de finale, si on bat Ulster, ce sera la réception de La Rochelle ou du Munster, le vainqueur de ce match-là. Ensuite, déplacement à Pau et réception de La Rochelle le week-end du 26 avril pour ensuite réenchaîner sur la Champions Cup où là, potentiellement, on risque de retrouver notre ami Thibaut, si tout s'est bien passé des deux côtés avec la réception potentielle du Stade Toulousain. On rappelle que l'UBB a terminé premier de sa poule et de la Champions Cup de la phase de groupe au général avec un 20 sur 20 points en 4 matchs. Mais voilà, on va se focaliser tout de suite sur le match de dimanche soir. On va commencer parce qu'on est galant avec une présentation du Stade Toulousain. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, Thibaut? Alors on le voit tous, hein, mais du début de saison du Stade Toulousain, est-ce que ça répond aux attentes? Tu vois, on voit aussi que cette phase des doublons, encore une fois, est superbement bien gérée parce qu'il y a 4 effectifs au club, avec des espoirs qui montent, avec des mecs qui assurent quand les cadres sont pas là. D'ailleurs, les cadres risquent de manquer dimanche prochain. Est-ce que tu peux déjà nous faire un petit bilan de ce début de saison, top 14 et Champions Club inclus? Bah alors moi, elle ne cesse de me surprendre cette équipe, dans le sens où en début d'année, quand on a vu le visionnaire Moscato expliquer que Toulouse allait avoir une année difficile, et bien je me suis rangé vers l'idée, alors pas qu'elle serait difficile, mais qu'elle serait quand même plus difficile que d'habitude, dans le sens où je pensais qu'on serait attendu, mais très attendu, et que toutes les équipes auraient envie de nous fatiguer, nous épuiser, pour qu'on arrive en phase finale un peu plus fatigué que l'an dernier. Aujourd'hui, toutes les équipes arrivent épuisées en phase finale en juin et nous, on réussit à arriver plutôt en bonne forme. Et j'ai peur, les gars, de vous dire qu'une fois n'est pas coutume, on va arriver en pleine forme. On a de nouveau tout gagné ou presque. On a de nouveau passé des doublons royales. Je pense vraiment que on est quasi intouchable. La saison est magnifique, ça joue parfaitement au rugby. L'équipe 1
le peu qu'elle a été là, a joué un peu les mains dans les poches sans trop forcer et ça a marché. L'équipe 2 est extrêmement forte et jouerait probablement le top 6 du top 14 et l'équipe 3 jouerait peut-être le top 10. Enfin, c'est délirant. On a trois équipes de haut niveau. On sort des jeunes qui ont un talent de malade. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de talent devant. Non, c'est assez surréaliste et là maintenant les choses vont commencer et je pense que le match de l'UBB il est coché parce que déjà ce match allait, mais surtout parce qu'il déclenche la deuxième partie de saison où là on va faire du Stade Toulousain, c'est-à-dire on va démarrer la saison maintenant. Tout ce qui a eu lieu avant, c'était l'apéritif, c'était la préparation, c'était les jeunes, c'était la découverte de tout le monde. Et là c'est parti, on va envoyer un mix d'anciens et de moins anciens mais là, la saison démarre, donc oui, ça va être costaud ce Stade Toulousain pendant 3 mois là. Tu mentionnais un peu les découvertes en termes de joueurs cette saison. Tu as des noms auxquels tu penses, des mecs qui ont un peu crevé l'écran et qui sont pas forcément connus des autres supporters? En connu que vous avez et qui continue à perfer, on va avoir du Cramon, on va avoir du Brennan qu'on commence à connaître puisqu'on l'a vu en équipe de France, on va avoir du Banos, on va avoir du Théo Ntamak, on va avoir du Castro qu'on commence à connaître. Donc déjà devant, on a toute cette attirail qui est extrêmement solide et qui commence à avoir 1, 2, 3 ans de top 14. On a une explosion littéralement d'un joueur qui s'appelle Clément Verger en deuxième ligne, qui est vraiment un 5 enfin pas relativement, extrêmement solide, mais avec des mains en or, une capacité à faire jouer après lui qui est assez folle, vraiment ADN toulousain. Vraiment très très bonne surprise. Après Cramon, on a découvert Lacombre, une sorte de 2 capable de courir le 100 mètres à la vitesse de Nelson Épée. Je rigole qu'à moitié. C'est assez fou. Donc on a Benjamin Bertrand qui est un 1 ultra mobile avec des mains en or qui ressemble un peu à Cyril Bay avec potentiellement 10 kilos de plus au même âge. On a voilà devant une profondeur d'effectif qui est délirante. On a Ox qui est pareil, un pilier ultra mobile capable de courir vraiment vite et d'avoir des très bons déplacements. On a Merclair qu'on connaissait un peu. Et après en neuf, bon, pas grand chose en neuf à se mettre sous la dent. On n'a pas trop vu les arrières parce qu'en fait, on a beaucoup d'arrières qui sont disponibles. Je pense à des Chocobarret, je pense à des Malia, je pense à des Pitaaki. Il y a beaucoup de joueurs dispo, des Lebel. En 15, on a eu Kinghorn qui a dépanné un peu, on a eu Capozzo, mais on n'a pas eu besoin de lancer trop de jeunes. Il y a un Calvin Gourgue que j'ai vu quelques fois et qu'il faudra zioter. Souvent blessé, c'est peut-être le risque et peut-être que malheureusement ça lui jouera des tours, mais grosses attitudes, pareil, techniques, physiques. Donc voilà un peu le spectre. Beaucoup de jeunes talentueux. Et puis après, il y a le jeune que vous avez prêté, hein, Delpi, qui quand même, lui, les matchs qu'il a fait à Perpignan, là, t'as l'impression que c'était un papa ça fait 5 ans qu'il avait top 14 et qui connaissait les systèmes par cœur de Perpignan, quoi. C'est clair. Lui, c'est impressionnant. C'est clair. C'est clair. On a vraiment un 10, un 10 complètement différent, une sorte d'hybride entre, je vais le dire, hein, faut pas se leurrer, ça arrivera peut-être pas, hein, mais une sorte d'hybride entre Ntamak et Jalibert. Un peu moins offensif que Jalibert, mais un peu plus offensif que Ntamak. Un peu plus gestionnaire que le Jalibert de 20 ans. Hein. Attention, soyons clairs. Le Jalibert d'aujourd'hui est un gestionnaire au moins aussi fort qu'Ntamak. Et n'en déplaise à qui vous voulez, je le pense sincèrement. Mais le Delpi de Jalib était peut-être un peu plus foufou à 20 ans. Delpi paraît déjà un peu plus tranquille, serein. Mais attaque la ligne, va chercher les intervalles, travaille, un bon pied. Vraiment un joueur un peu hybride entre les deux. Je lui souhaite vraiment d'arriver à ne serait-ce qu'au niveau de l'un ou de l'autre, mais il a des aptitudes à 20 ans en tout cas qui montrent que le gars peut aller haut. Après, la marche elle est encore très très haute, il va falloir beaucoup de travail pour en arriver là. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des vraies aptitudes et on le voit à Perpignan, donc là c'est dans le grand bain, c'est titulaire dans un club de top 14, c'est plus pour faire des matchs de seconde zone entre guillemets, donc ouais, hyper intéressant, très intéressant Valentin Delpi. Nos auditeurs le voient pas, mais quand Thibaut mentionne Jalibert, il a des étoiles dans les yeux, c'est magnifique. Et c'est vrai que Delpi, on l'avait vu contre l'UBB, donc quand on était allé gagner à Aimé Giral. Et du coup, pour dimanche, toi tu vois du coup un mix un peu avec des cadres et des jeunes, avec les internationaux. Du coup, tu penses qu'il y en aura certains sur le banc ou alors ils seront peut-être réservés pour la suite. Tu vois ça comment? Alors, j'ai deux avis. Soit on lance vraiment l'équipe type à 4-5 joueurs près, mais une bonne dizaine de joueurs de l'équipe type. C'est pas ma volonté première et c'est pas ce que je pense. Je pense que ce sera un peu hybride, mais qu'on va avoir par exemple
un bail avec Cramon peut-être et Merclair ou Aïnou. En deuxième ligne, on pourrait avoir un Brennan Verger. En troisième ligne, on pourrait avoir du Théo Ntamak, Castro Willis ou Roumat. Donc gros pack, très clairement. En neuf, on pourrait avoir potentiellement Graou ou Saito si besoin un peu de repos. Mais je vois bien Graou jouer, puisqu'on va lui faire confiance jusqu'à la fin de la saison. Donc ces matchs-là, il faut qu'il les joue. Je pense qu'on lancera Ntamak parce que Ntamak a eu 2 semaines de repos avec sa suspension, qu'il a joué 2 matchs dans un fauteuil ou énergivore sur la partie défensive, mais je pense qu'il a les caisses pour enchaîner. On pourrait avoir Pita Aki Chocobares, ce qui est colossal, et potentiellement à l'aile Lebel et Épée ou peut-être une surprise avec Capozzo ou Kingord ou l'un ou l'autre en 15, je sais pas. Mais je vois bien une équipe hybride, mais quand même extrêmement solide, avec Malia pardon en 15 ou à l'aile, donc vraiment une vraie équipe et un banc par contre extrêmement dangereux avec potentiellement Dubaï s'il n'est pas titulaire, avec du Marchand parce que Movaka ira se reposer je pense, du Aldeguerri probablement, du Flamand Meafou ou au moins l'un des deux. Jelonche qui reviendra parce qu'il a été remplaçant tout le long. Cross sera au frigo. Bon, on peut terminer le match avec Jack Willis, Jelonche Roumat. On peut terminer le match avec Meafou en 5 et Brennan en 4. On peut terminer le match avec une première ligne Baye, Marchand, Ox ou Merclair. Enfin, on va avoir une deuxième mi-temps qui va être extrêmement dure, je pense, pour l'UBB, parce que je pense que Mola va construire son effectif de façon à ce qu'on soit dans le match à la 50e et qu'on soit très, 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 très pénible à jouer, parce qu'on doit absolument gagner ce match à l'extérieur. Il en va du respect du blason. On s'est fait avoir à l'aller, il faut que vous fassiez avoir au retour. Je pense que c'est la règle et le discours tout écrit de Hugo. Mais c'était un peu d'ailleurs le même scénario que l'an dernier au Matmut où on avait eu la rentrée de Dupont Exactement. d'ailleurs qui avait un peu tout changé et qui avait redonné une dynamique et qui avait offert une fin de match. Enfin le match était incroyable l'an dernier, c'était un régal. Mais du coup, je pense que vous l'avez bien compris, les Toulousains, même s'ils arrivent avec une équipe dite hybride, ce sera parce que tu dis que ça va être dur la deuxième mi-temps, mais quand tu t'annonces le 15 de départ, ce sera aussi extrêmement dur dès le coup d'envoi. Mais du coup, est-ce que cette équipe de Toulouse a un point faible? Oui, elle a un point faible et le point faible, il s'appelle Antoine Dupont. Et on peut pas se mentir, c'est le système en équipe de France, c'est aussi une partie du système à Toulouse, donc moins important, quoique, mais effectivement, la blessure de Antoine, elle est problématique pour notre fin de saison. Le pack qu'on a aujourd'hui me fait penser que ça va pas changer grand-chose, puisque je ne vois pas un seul pack en Europe capable de nous embêter, ne serait-ce mais même que de nous embêter tellement on est dense, tellement on est physique et tellement on a une profondeur délirante. Donc j'ai du mal à croire qu'on puisse souffrir. Les seules équipes, ça va être des équipes solides devant, comme le Leinster, comme potentiellement La Rochelle, mais bon, La Rochelle, ça fait longtemps que c'est plus La Rochelle. Donc la seule équipe que je vais craindre, on va dire, ça va être Toulon, parce que énorme pack. Et derrière, ça joue pas forcément au rugby, mais par contre, ça défend fort, ça occupe bien. Donc voilà, j'ai pas sinon de crainte malgré tout. Donc non, pour répondre à ta question, je vois pas énormément de faiblesses. Je vois un pack qui domine probablement toutes les équipes d'Europe, voire du monde, on le saura pas, mais voire du monde, et une ligne arrière qui défensivement, Ntamak, Chocobares, Pitaki, Barassi, Kinghorn, Capozzo, Malia. Non, pour moi, c'est, je crois que on peut s'arrêter à ces noms-là. Il n'y a pas besoin d'en dire Ouais, plus. ouais, ouais. Alors moi, si je vois un défaut, alors pour ce week-end déjà, je pense que là où on peut essayer de les mettre à défaut, c'est dans l'occupation, parce que mine de rien, quand tu perds Dupont et la longueur de jeu au pied de Dupont, c'est comme nous quand tu perds Lucu. Donc effectivement, après, il faut avoir des joueurs pour compenser, et il y aura pas forcément Kinghorn, il y aura pas forcément Ramos. Donc du coup, il y a quelque chose à faire dans ce secteur-là, parce que je pense qu'avec avec un Max qui va jouer, avec Jalib qui a vraiment un bon jeu au pied, avec Buros, je pense que ça peut être un secteur où on peut les mettre en difficulté. Après, forcément, quand tout le monde sera là, quand il y aura du Ramos, quand il y aura du Kinghorn, quand il y aura du Malia Allel, ce sera plus compliqué.
mais Graou n'a pas la même. C'est plutôt, tu vois, il porte plus le ballon, mais il a pas du tout les sorties de camp propres qu'a Dupont. Dupont, il a tout sur ça et il a une longueur au jeu au pied qui est équivalente à celle de Max, donc si ce n'est plus forte sur les box kicks. Donc ça, je pense que dans ce rugby d'occupation que nous on maîtrise bien, de dépossession, ça peut être le point à faire. Enfin, tu vois, le point à pousser. Et je pense que c'est vraiment la stratégie que doit mettre en place Bru. Il doit pas chercher à jouer. Il doit vraiment chercher à travailler sur ces zones de jeu au pied qui vont permettre à l'UBB de probablement gagner ce duel. Ramos a une longueur correcte, mais pas une très grande longueur. Il a une extrême précision, mais pas une très grande longueur. Romain, ça fait très longtemps qu'on le voit plus prendre le jeu au pied. Bonne longueur probablement. Il n'a pas tout perdu, mais ça fait longtemps qu'on le voit plus jouer au pied. Graou peut avoir un bon jeu au pied, mais peut avoir, et quand bien même, ce sera jamais du vécu. Donc ouais, vrai sujet sur l'occupation ce week-end. Quand on retrouvera du Kinghorn, du Malia, du Ramos, ça ira mieux. Mais ouais, vrai sujet. Le jeu au pied devrait permettre à l'UBB de rester dans le match et de nous embêter et de jouer quand même beaucoup chez nous. À voir si nous, on décide de jouer la dépossession aussi, de laisser le ballon à l'UBB au maximum ou de produire. Ça va être. Je sais pas trop comment Mola prépare le match, mais je le verrais bien forcer l'UBB à jouer et faire en tout cas s'il veut les embêter, les forcer à jouer et jouer sur leurs fautes. On peut être très fort ballon en main face à des équipes un peu moindres, mais on l'a vu l'an dernier face au Leinster, on les a beaucoup laissé jouer et finalement on s'est nourri de leurs fautes et je pense que pour affronter l'UBB, ça peut être une bonne, avec une équipe hybride en tout cas, ça peut être une bonne solution. En fin de saison, avec l'équipe type, on sera capable de rivaliser en termes de jeu. Mais là, cette équipe de l'UBB, il faudra voir quand même la tête qu'elle a parce qu'on va en parler, mais il y aura probablement plus d'absents qu'à Toulouse. Donc oui, l'occupation va être un secteur clé pour l'UBB ce week-end, clairement. Ouais, je te rejoins complètement et je pense que l'UBB a tout intérêt à jouer la dépossession, l'occupation et mettre des banderies comme on sait le faire. Alors, est-ce qu'on aura nos toréadors qui mettent les banderies quand il faut? Eh bien, on va le voir tout de suite avec la composition que je vous ai concoctée. Alors, en première ligne, on réinvente pas. Bon, remarque, si il y a un petit changement. Je vous propose Poirot, Lamotte et Falatea avec un Tamifuna sur le banc, justement aussi un peu pour contrer du coup le gros banc qu'on va avoir de la part de Toulouse en deuxième mi-temps. T'en penses quoi, Yann? Ça me va, même si je pense que Bru va faire démarrer notre ami Big Ben. Mais effectivement, tu vois, dans l'optique d'un super banc du Stade Toulousain, ce serait pas con. Parce que je pense qu'il a plus de chances face à Netty que face à Bay où il y a Flamand ou Meafou à droite, tu vois. Donc bon, je pense que dans la tête de Bru, c'est Big Ben le titulaire, mais est-ce qu'il va pas tenter une stratégie pour densifier son banc? C'est une possibilité. Ouais, je suis assez d'accord. Je te rejoins, Cyril. Je sais pas ce que fera Bru, mais en tout cas, si j'étais à sa place, je sécuriserais, pardon, la fin de match parce que Big Ben, malgré cette saison que je trouve poussive, je trouve que c'est pas le Big Ben qui est à 100%. Je trouve que en mêlée, il souffre un peu. Dans le jeu, il est vite fatigué. Ouais, j'ai plus de reproches, toute proportion gardée, à faire à Big Ben cette année. Et c'est pourquoi je m'enquiquinerai pas à l'avoir 50 minutes, parce que je sais pas si aujourd'hui il aura de la rentabilité sur 50 minutes. Je le vois pas suffisamment fort en mêlée pour l'exploiter d'entrée. Par contre, sur une équipe fatiguée, avec un banc qui peut être intéressant, je sortirai Big Ben du banc, et je ferai confiance à Falatea. Il y a une option aussi au talon, c'est de commencer avec ça, mais je l'aime bien aussi pareil en impact, en deuxième lame qui arrive à la 45e. Sur la deuxième ligne, traditionnelle, de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ouais. Petit, donc lui, il était en stage avec les Pumas à Londres, il me semble, cette semaine, avec Cyril Cazot. Bon, alors pour le coup, ça c'est solide, mais derrière, un N'Gem Booth, un Ricard, compliqué à dire. Pourquoi pas un beau chaton? Il avait été aligné en 4 à Ernest Vallon en septembre. Il avait fait un gros match. Est-ce que on va retenter l'expérience? Après, tu peux partir sur un 6-2 et prendre 2 secondes lignes. Hein. Donc, mettre un beau chaton et après rajouter
plutôt un Gambous qu'un Ricard, mais pourquoi pas. Après, on va peut-être avoir la bonne surprise Gray, hein, on sait jamais. On peut toujours espérer. Ça nous sauverait quand même pas mal la mise, hein. Parce que là, ça fait un peu léger. Mais bon. Ouais, c'est exactement ça. Affronter Verger, même si Caso, pour moi, c'est du 50-50, il n'y a pas Verger supérieur ou Caso supérieur, ça va se regarder dans les yeux, ça va se fatiguer ensemble. Si derrière on l'envoie Meafou et potentiellement Flamand avec, il y a un gros danger pour l'UBB, vraiment, parce que Caso, il a 80 minutes dans les jambes face à une équipe humaine, face à des surhommes comme Meafou. Caso, il n'a pas 80 minutes dans les jambes, donc il y a vraiment intérêt que Gray soit disponible pour relativiser l'écart potentiel en seconde mi-temps. Et au pire, je rejoins complètement Yann, faire, j'allais dire, un beau chaton ou un Ricard Nguimbous avec beau chaton en 6 ou Samou. Mais difficile, ouais. Franchement, là, il y a un gros secteur clé à la 50e, clairement. Ouais, demandez aux Écossais et aux Irlandais ce qu'ils pensent de Meafou qui débarque à 50e, ils vous diront. Du coup, sur la troisième ligne, j'ai Gazzotti, Mathieu. Alors moi, j'ai mis Beauchaton du coup à la base. Moi, j'aime bien la complémentarité avec un Beauchaton qui est beaucoup dans le combat, il est très aérien. Mathieu qui est plus dans la vélocité et Gazzotti lui qui est plus dans l'agression et vraiment un gros tout droit. Ça peut paraître un peu light, mais pour moi, ça me paraît complémentaire. C'est complémentaire. Après, Light, de toute façon, on n'a pas 36 000 choix. Enfin, on n'a pas trop de choix, hein. Swinton est pété, Tatafou est pété. Donc, tes mecs qui étaient censés t'apporter un peu de densité, tu les as pas. Donc, pour Ouais. moi, tu vois, Mathieu, ça a plus de main et je trouve ça plus intéressant qu'un Diaby, même si Diaby est un gros guerrier. Et pareil, Beauchaton, je le préfère. Je le préfère à un PVT, par exemple, tu vois. Donc, pour moi, cette troisième ligne me va. Je la trouve très complémentaire. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est voir comment le pack va s'engager dans ce match. En fait, parfois tu peux avoir un pack qui est censé être plus léger, mais si nous c'est un match à la mort et que par exemple le Stade Toulousain euh, prend le match avec moins d'agressivité, voilà. De toute façon, généralement le rugby c'est pas compliqué. Hein. Celui-là qui est le plus agressif, qui a le plus de combats, c'est lui qui va gagner ses duels dans les rucks. Et après derrière, on a suffisamment de qualité pour les mettre en danger. Mais devant, ça va être surtout dans la tête et je pense qu'il faut qu'on prenne le score assez rapidement, comme on l'avait fait l'année dernière, pour essayer de résister après la 60e, quoi. Et tu vois, le symbole de ce que tu dis là, pour moi, c'est un peu genre Beauchaton qui fait péter un câble à Meafou au match aller et qui, tu vois, Meafou qui arrache le casque de Beauchaton. C'est un peu ça, tu vois, l'illustration, genre guerrier, même si t'es plus léger, même si t'as des surhommes en face, bah, t'y vas et tu te poses pas de questions et c'est la guerre, quoi. C'est un vrai sujet parce que il va falloir que ce soit ça, il va falloir être filou, il va falloir être malin parce que nous on arrive avec les ogres et le problème de l'UBB c'est ça, c'est il y a pas Tatafou, il y a pas Swinton. Swinton c'est pas le Swinton que j'attendais, mais ça reste de la violence pure et parfois gratuite. Tatafou c'est de la violence intelligente et des gros déplacements vraiment ultra mobiles. Et après derrière c'est là où on met les aériens, la vitesse, les beaux chatons, les Mathieu, les BVT qui est un petit hybride mais qui est quand même plus coureur que vraiment dense. Diaby qui est vieux, c'est con à dire, mais il est vieux, il peut tenir 20 minutes, 25 minutes, mais voilà, physiquement, c'est sûr que la densité du rugby d'aujourd'hui, ben, il est volontaire, mais il a quand même quelques lacunes. Et Gazzo, Gazzo, il a ce profil de branca que peut avoir un gelonche, mais avec le corps d'un mec de 20 ans, quoi. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas cette densité physique que peut avoir Jack Willis, mais un fou. Je pense à Castro Ferreira. On a voilà, rien que ces trois-là potentiellement sur un terrain, à la fin d'un match, c'est pénible. Rajouter à ça Marchand, c'est l'enfer. Donc c'est vrai qu'on a cette chance, nous, d'avoir les gros porteurs disponibles, pas blessés. Et c'est vrai que quand on voit la ligne 4, 5, 6, 7, 8, à l'UBB, ça reste très mobile, très aérien. À un moment donné, tu peux avoir toute l'envie du monde. Quand il y a 30 ou 40 kilos de différence dans un pack, ça peut se ressentir. Donc je pense que ça va être dur, mais oui, rien n'est impossible. Et avec de la volonté, peut-être que. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vous disais que je pense que le Stade Toulousain va démarrer sa deuxième partie de saison-là, ce sera pas un match comme le premier match où l'UBB avait joué crânement sa chance et nous, on avait été un peu insuffisant ou suffisant en tout cas. Et là, je crois pas qu'on soit suffisant parce que ce match, on le gagne. Je crois qu'on passe à plus 6 ou plus 7. Donc, c'est une balle gratuite pour se mettre
pour se mettre à l'écart du troisième. Donc non, je pense on va le jouer à 100% et qu'on va être extrêmement dur à battre. Tiens, juste, tu parles du classement. Toulouse est actuellement à 5 points devant Bordeaux qui est deuxième, Bordeaux qui a 3 points devant Toulon. Donc si Toulouse gagne, c'est du coup déjà plus 9 ou plus 8, plus 10, mais en grosso modo plus 9. Donc effectivement, ça mettrait... après, derrière, vous pouvez faire tourner, même si effectivement, vous faire tourner, pour vous, c'est la base et vous gagnez quand même tous vos matchs comme ça. Est-ce que le point faible du Stade Toulousain, c'est pas du coup qu'il y a que 23 joueurs sur une feuille de match, quoi? Point faible. En fait, c'est un point faible le week-end, mais c'est tellement un point fort toute l'année. C'est-à-dire que on a 40 mecs qui s'entraînent avec les meilleurs et Ouais, ouais. donc qui passent les étapes toute l'année, chaque jour, des heures et des heures durant, à affronter les meilleurs, à regarder les meilleurs, à voir la préparation des meilleurs. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que très tôt, ils sont prêts à rentrer dans le moule et à dominer des mecs qui ont 5-10 ans de top 14 dans les pattes. Et ça, moi, je pense on va l'avoir un peu en décalé parce que la génération UBB, elle est un poil plus tardive que la génération toulousaine. La génération toulousaine, elle démarre autour de 2018-2020. La génération de l'UBB, elle démarre là, autour de 2023-2025. Donc, il y a 3 ans d'écart entre ces deux équipes. Et le stade risque de dominer encore, je pense, pendant 2-3 ans avant que l'UBB devienne, en tout cas, dans son prime, une équipe qui bien construite avec quelques recrutements devant, extrêmement compétitive et dangereuse. Donc je pense qu'on a encore un peu d'avance, peut-être 1, 2, 3 ans, pas beaucoup plus. À un moment donné, ça va sérieusement se rééquilibrer. Peut-être même l'an prochain, selon le recrutement. Pour l'instant, de ce que je vois, ça semble un peu léger pour nous titiller. Mais ouais, dans 2, 3 ans, ça pourrait être pas mal. Et surtout, énormément de jeunesse, énormément de talent et beaucoup de jeunesse qui voit justement ces entraînements avec des cadres, des Moefana, des Jalibert, ces gens-là, quand on s'entraîne avec eux, on passe un cap. Et voilà, attention à l'UBB 2028, 2030, 2035, ça peut devenir une équipe passionnante à regarder avec de l'expérience, de la jeunesse. Vraiment, on vous souhaite que ce soit pas si tard, ceci dit. Ouais, j'allais dire, méfiat à l'UBB 2025 quand même, hein, parce qu'on n'a pas dit non plus notre dernier mot. D'ailleurs, ça me fait enchaîner sur les arrières, parce que du coup, on va quand même avoir Ah là, c'est bon, là. une petite ligne sympa. Ouais. La charnière, bon, tu la connais. Moi, j'ai mis Lucu Jalibert. Là, on se pose même pas de questions, même si Max est sorti un peu cramé samedi soir. Là, Jalib, il avait une petite douleur à la cheville diplomatique. C'est bon, là, il est chaud bouillant là. Ouais, bah, de toute façon, charnière internationale, c'est ce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas le choix. Je pense que Max, il se reposera au Racing. Lisgourg sera très bien au Racing. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Là, il faut qu'on assure nos sorties de camp. Il faut qu'on les domine sur le pied. Il faut qu'on aille chercher l'aile d'épée qui est pas le meilleur sur les relances et sur les jeux au pied. Donc voilà, il faudra aller chercher cette zone et il faudra le pied de Max, forcément. Et on va retrouver Jalibert. Alors moi, ça, j'ai une hâte, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis des semaines. Là. J'ai qu'une envie, c'est de le voir prendre son premier ballon et faire des petites folies. Donc moi, je vous le dis, je veux, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, je veux qu'il y ait Jalibert et je veux qu'en face, il y ait Ntamak. C'est simple et je vois pas comment on pourrait nous séparer ça. Il y a Ntamak qui a joué 2 matchs en un mois et 3 matchs en un mois, qui s'est pas épuisé. On a Jalib qui a été barode en plein Brésil pendant 2 semaines avec son pote Woki. Les deux, ils sont relativement en pleine forme, vous me les envoyez l'un face à l'autre et on se régale là, c'est bon. Il n'y a peut-être pas le pack, il n'y a pas Patin, il n'y a pas Couffin, tout ce que vous voulez, mais par contre, il y a Jalibert et Ntamak, face to face, bonsoir, bon match, régale-toi, amuse-toi bien, on va jouer tous les deux. Et donc, bien sûr que je mets Jalibert, bien sûr que je mets Max Lucu, et les deux vont avoir un gros match à faire, et ça va être très intéressant de voir cette nouvelle charnière Graou-Ntamak face à Lucu, Jalib, parce que Graou, un branque complet, poulet sans tête, capable de jouer tous les moments. Lucu, beaucoup plus gestionnaire, beaucoup plus pied, beaucoup plus défensif. Vraiment une très bonne idée de l'avoir en défense parce qu'on disait que le pack allait souffrir. Lucu derrière un pack qui souffre, c'est quand même un plus. Et à l'inverse, Ntamak, plutôt gestionnaire. Jalibert, gestion offensif. Du bonheur. On a 2 charnières qui vont s'affronter. Ça peut être génial. Ouais, on espère que notre Jalib a pas forcé sur la Kaipi effectivement au Brésil avec son copain Cameron et qu'il a négocié aussi le retour de notre petit Woki à Bordeaux, un de ces 4. Ce serait bien ça. Bah, un petit peu, oui. Tu vois, on mentionnait la faiblesse en deuxième ligne, un petit Woki, ça nous ferait pas de mal, mais bon, c'est pas le sujet. Je te propose sur les ailes Rétière, qui lui nous régale depuis le début de saison d'ailleurs, merci beaucoup, et Penaud
puisque il a un peu moins joué que LBB. Du coup, je mettrai LBB au repos sur ce match, même si effectivement c'est un match qui est très important. Mais il a l'air un peu sur les rotules, donc voilà, j'aurais tendance à le laisser sur, même pas sur le banc, hein, hors feuille, mais c'est bien parce qu'on a Arthur Retière qui peut faire la maille, son côté guerrier dans les rucks peut bien enquiquiner les Toulousains. Moi, je pense que j'aurais fait ça, mais c'est pas impossible que Bru mette tout le monde. Voilà, mette tous les internationaux, donc Louis, Penaud, et fasse reposer sur 2 semaines, tu vois, fasse reposer un peu certains contre le Racing et certains contre le Ulster parce qu'il a un peu plus de marge contre ces équipes-là probablement, même si le Racing ça va être c'est bon, ce sera chez eux, mais tu vois sur ces 2 week-ends-là, peut-être qu'il pourra faire un coup surtout au Racing et le 8e contre l'Ulster avec une équipe un peu mixte derrière, on peut gagner. Par contre, le Stade Toulousain, t'as pas forcément des masses de marge. Alors est-ce que on va pas aligner la patrouille de France quoi derrière? Ce serait intéressant. Ce serait intéressant, même si, ouais, en plus, c'est des. Non, ce serait intéressant. Ce serait intéressant parce que c'est des postes où moins énergivores, on va pas se mentir. C'est pas parce que tu as 5 matchs de 6 nations, dont 2 fois 2 semaines de repos, je crois, que tu es épuisé quand tu es lié. Penaud, il n'y a pas de débat puisque seulement 3 matchs. Louis, ça pourrait être le cas, 21 ans. On peut se dire que s'il y a un risque à prendre, on peut prendre ce risque parce que jeune et parce que lié. Donc ouais, avoir un Penaud et Louis en fond de terrain et offensivement clé avec Lucu Jalib, ça, ouais, ça marche. Il faut que les deux soient là. Ouais. Et pour compléter tout ça, en paire de centre, moi je mettrais Van Rensburg, De Porter. Alors, si effectivement on suit ta logique Yann, on pourrait mettre Moefana, De Porter, mais un peu comme pour LBB, Van Rensburg il me régale tellement qu'en fait je me dis bah on perd pas énormément en niveau. Donc pourquoi pas laisser Moefana le temps de régénérer pour ensuite le mettre face au Racing et avoir une équipe un peu mixte au Racing pour aller jouer la gagne là-bas. Bah, autant Retière et Louis, il y a quand même un gap qui est quand même énorme, même si Retière est enfin, voilà, il nous apporte dans les rucks, etc. Et il arrive offensivement à être costaud parce qu'avec ses petits appuis, il est impossible à faire tomber. Mais il y a quand même un gap assez énorme dans l'apport, notamment offensivement. Van Rensburg, c'est vrai que ce début de saison en 12, il est extrêmement pénétrant, il casse des plaquages, mais voilà. Est-ce qu'on va surfer sur le Moefana XXL? C'est pas impossible, tu vois. Donc effectivement, je te suis parce que là, il a quand même beaucoup donné et au centre du terrain, pour le coup, là, t'as même la notion de coup, tu vois, qui est quand même assez importante parce que le milieu de terrain, c'est quand même quelque chose d'assez physique. Mais s'il y a ce volonté de prendre ce risque et de mettre tous les internationaux, tu reformes la paire Moefana des porteurs. C'est que ça. Soit on y va avec une idée simple, c'est détruire et envoyer l'équipe type. Et là, tu penses Moefana. Mais à mon avis, vous allez venir avec Van Rensburg. Ça me paraît logique et vital. Comme tu disais, Cyril, ça reste puissant. Il est en forme. Petit aparté, hein, mais son essai où il vient en marchant dans l'embut à 10 mètres de la ligne, en écartant les mecs un par un et en posant le ballon comme si vraiment les autres c'était des Pokémon, c'est assez surréaliste et ça en dit long sur la qualité de ce physique de ce mec-là. Donc ouais, pour affronter. Et puis, je me souviens de quelques matchs, je crois qu'il y en a eu 2 depuis qu'il est arrivé, face à Pita Aki, où un plaquage de Pita à l'épaule qui l'avait un peu vexé, il était revenu dans un ruck, il avait essayé de le traverser. Donc il y a une petite entente et une petite relation amicale qui se crée entre les deux. Donc il faut pas perdre ça, c'est important les relations amicales dans le rugby. Il faut faire en sorte de la garder et donc oui, ça pourra faire le taf. Et à la limite, pourquoi pas Moefana sur les 30 dernières, peut-être, en sortie de banc. Moi, c'est une solution aussi, ouais. C'est une Effectivement. solution, d'autant que Moefana peut aussi jouer ailier, donc il offre une polyvalence en sortie de banc qui est intéressante, même si effectivement son poste de prédilection c'est le 12, mais tu m'as chauffé là sur le petit duel Aki Van Rensburg, j'ai envie de voir ça et les matchs dans les matchs, ça régale. Pour le poste de 15, du coup pas trop de suspense. Romain Buros, là où il enchaîne, il avait joué contre Perpignan, il me semble, avec Etchegaray sur l'aile.
Bon, pas de débat là-dessus. S'il est apte, il joue, hein, Romain. Oui, de toute façon, c'est notre meilleur 15. Pour le coup, lui, il a tout dans notre système, il a tout. C'est-à-dire que c'est un peu un deuxième 10. Il est ultra solide sur les ballons hauts. Son jeu au pied s'est quand même grandement amélioré, notamment la précision. Donc, pour moi, il faut qu'il soit titulaire tous les jours, quoi. Ça me semble complètement évident. Je vois pas comment on peut se passer de Romain Buros, qui est aujourd'hui, je pense, co-meilleur 15 avec Thomas Ramos, qui probablement ne rencontrera pas ce week-end. Mais oui, Buros, c'est un game changer. C'est l'assurance d'avoir ces ballons haut, donc secteur relativement clé sur le match qui risque d'avoir. Donc si déjà tu as l'occupation avec le pied de Max et de Jalib, et que derrière tu es bon sur tes ballons et que tu as tes deux flèches sur les côtés, plus de la densité au cœur du jeu, clairement derrière tu as tout pour faire un match intéressant et déplacer Toulouse et mettre en danger Toulouse. Donc ouais, Buros all day et hâte de le voir parce que c'est vrai que lui aussi, c'est des joueurs pour qui t'allumes la télé. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et on va prendre du plaisir à voir Romain Buros dans un grand match. Complètement, il va nous régaler. L'Albatros. Et au sifflet, ce sera Ludovic Cayer qui avait arbitré la finale de 2024. Bon, il avait pas été trop important dans cette finale. En tout cas, ça s'était pas joué là-dessus, mais on espère que le dénouement sera bien autre et que on aura plutôt un dénouement proche du Matmut de l'an dernier. Voilà pour cette preview. Donc si on résume un peu, quand même, devant ça risque d'être compliqué. Derrière, on a quand même des armes. Donc nous, on espère juste se régaler dimanche soir. Moi, je serai au stade. Il est à guichet fermé. Je crois que c'est compliqué de trouver des places à l'heure actuelle. Ça risque d'être très 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 sympa. Mais en tout cas, on va passer de suite à la présentation de l'ancien joueur parce qu'il n'y a pas d'actu du club vraiment cette semaine, si ce n'est que nos Réchelles se rendent à Rouen samedi à 14h30 pour reprendre un peu leur marche en avant suite à la défaite face au Stade Toulousain il y a quelques semaines. Et les Lyonnes ne jouent pas ce week-end, donc pas de 98e victoire consécutive pour les Lyonnes ce week-end. Allez, c'est parti pour la présentation. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et du coup, pour commencer cette présentation de l'ancien joueur, petit indice, donc, il joue actuellement au Stade Toulousain. Yann, est-ce que tu as une idée? Il n'y en a pas 36 a priori, des anciens joueurs de l'UBB qui jouent au Stade Toulousain. Bah, il y en a qu'un. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Il y a que Roumat, hein. Alexandre Roumat, Il y a que qui joue du coup au Stade Toulousain depuis... c'est sa 3e saison? J'allais dire 2 ou 3 aussi, ouais. À mon avis, on doit pas être loin. C'était une bonne tentative. J'aurais dit oui au bluff, mais on doit pas être loin de la 2e ou 3e maintenant. Je pense qu'on en a fait 2 et que c'est la 3e actuellement. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est la 3e année. Bravo. On était Putain, bon. tu connais bien ton club, hein? Un peu, oui. Est-ce que Yann, tu peux nous présenter du coup Alexandre Roumat? T'as qu'à nous présenter la version UBB et Thibaut nous présentera un peu la version Stade Toulousain, donc l'évolution un peu qu'il y a eu entre les deux. Ouais, parce que ça a pas mal évolué du coup. C'est vraiment un beau truc. Alors moi, ce que j'aime bien de Roubat, c'est donc qu'il est arrivé de Biarritz. Moi, je l'avais découvert avec les U20, donc c'est un joueur qui jouait 3e ligne, plutôt qui jouait 8 au tout début. Et c'est vrai que c'est un joueur avec un fort caractère, dans le sens où il sait ce qu'il veut. Et c'est vrai que tout le monde, à chaque fois qu'il a passé des étapes, donc de Biarritz pour aller à l'UBB et après de l'UBB à Toulouse, donc bon, Thibaut en parlera, mais à chaque fois on lui disait bah tu joueras jamais en fait. T'as pas le niveau, soit t'es trop léger, mais tu joueras jamais. Et à chaque fois qu'il arrive dans un club, il arrive à s'imposer. Donc ça montre la force de caractère et le talent du joueur. Et chez nous, en fait, ce qui a été assez impressionnant, c'est que tout de suite, il a ramené en fait sa science de la touche. Et notamment, on avait les meilleurs contreurs. En fait, à un moment, on avait une 3e ligne. On avait Petit qui jouait 7. On avait parfois Woki. Et de temps en temps, c'était Roumat qui est titulaire. Donc en fait, parfois, on avait 3 sauteurs de très haut niveau. On était un cimetière à talons en fait. Et après, l'autre chose, alors c'est vrai qu'il manque de densité, mais le truc qu'il a, c'est qu'il a une technique hors norme en fait. C'est un 3/4 qui fait pratiquement 2 mètres quoi. Les mains, il a vraiment des mains dorées. Thibaut en parlera dans ses cellules, mais ses cellules sont impressionnantes au Stade Toulousain où il arrive à distribuer. Donc c'est vrai qu'il a des mains d'or
Et chez nous, dommage qu'il soit brouillé avec Urios, parce que on se rend compte que des jumpers, c'est utile dans un club. Donc on a perdu Woki, on a perdu Roumat, on est dernière touche du top 14. Des jumpers, c'est important. Et des mecs capables de faire vivre le ballon dans le système McNamara, ça l'est d'autant plus. Donc, effectivement, sur Rios, il n'y aurait peut-être pas eu cette utilité d'avoir un 8 ou même un 7. Je ne sais pas comment il aurait été utilisé, mais pour faire jouer Jalib. Mais un joueur comme Roumat, avec un Jalib dans son dos, c'est un pur bonheur. Donc, effectivement, c'est vraiment dommage que Urios s'en soit séparé ou que, en tout cas, l'UBB s'en soit séparé. Quand il est arrivé chez nous, on a découvert un joueur excellent en touche, un joueur relativement léger physiquement, qui a mis du temps et pas de temps, mais un peu de temps quand même à rentrer dans le moule, mais quand même une facilité à y rentrer parce que des mains en or, clairement, c'est ce que dit Yann. Et à Toulouse, quand tu as des mains en or, tu fites avec le système. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce mec, c'est que il est arrivé sur la pointe des pieds comme un mec un peu improbable, personne ne savait vraiment si c'était un bon coup. Bon, ok, on va chercher Roumat qui est sur le banc, qui est quelques matchs à l'UBB. On sait pas trop s'il est 4, on sait pas trop s'il est 7, on sait pas trop s'il est 8. Mais la cellule avait tout vu et on en a fait un 8 qui serait probablement 8 nulle part ailleurs qu'à Toulouse et peut-être à l'UBB. Mais ouais, un 8 avec des mains, avec capable de faire vivre le ballon, une sorte de. On parle de 5 huitièmes quand un 10 se met en 12. On pourrait carrément inventer un poste de 8 neuvième, Roumat, entre le 8 et le 9, capable de prendre des ballons en cellule, prendre des intervalles, jouer dans le dos, venir en l'heure. Il a vraiment une- il est vraiment extrêmement complet et c'est un joueur qui a gagné sa place, qui a fait des finales de top 14, qui a fait des finales de Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Et dans un collectif, on le disait tout à l'heure, où il y a potentiellement 30 gars capables de jouer titulaire et 40 si on élargit aux jeunes qui viennent chercher leur place, comme des Théo ou des Castro, Roumat a toujours été titulaire depuis un certain temps. Jelonche revient à 2000%. Il est exceptionnel depuis quelques semaines. Et je pense quand même que Roumat va pas être écarté et va rester le 8 du Stade Toulousain. Et dans une troisième ligne où existe, ou coexiste en tout cas, Cross, Jelonche et Willis, un mec qui arrive à s'imposer comme un titulaire indiscutable, ça force le respect et ça définit bien Roumat, calme, serein et qui vient prendre sa place. Seul petit point dommage, ça va être l'équipe de France. Il n'a pas eu la chance de jouer à son poste. Ça aurait été passionnant de le voir 8 en équipe de France. Malheureusement, passionnant toute proportion gardée parce qu'un 8 en équipe de France ne peut pas faire du Roumat. C'est du Aldrit, c'est vraiment un destructeur. Donc oui, Roumat n'aurait pas pu, dans ce système-là, performer en équipe de France, mais c'est cool qu'il ait eu ses caps parce que c'est un joueur qui mérite et très très esthétique à regarder. Ouais, en équipe de France, du coup, sur le tournoi, il était plutôt deuxième ligne en remplacement de Flamand. Mais pendant la tournée de novembre, il a plutôt joué 7, donc avec 80 minutes contre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Il était rentré en cours de match contre l'Argentine. Mais effectivement, quand on voit l'évolution, on se dit que c'est un peu un coup manqué pour l'UBB, quoi. Bah oui. Non, vraiment, hein. Alors c'est vrai que comme a dit Thibaut, c'est vraiment pas le 8 type. C'est-à-dire qu'il va pas porter le ballon, il va pas gagner des mètres, il va pas casser des plaquages. Mais au Stade Toulousain, ils en ont pas forcément besoin parce qu'en fait les gros porteurs, c'est Meafou, c'est du Movaka, il y a du Willis, donc il faut un joueur. C'est vraiment ce qu'il dit en fait. Il fait vraiment le liant entre les trois quarts et les avants. Et donc, et toutes les cellules, il joue parfaitement, en fait. T'as cette espèce de cellule en pointe, et après, soit il va servir intérieur, extérieur, soit il va servir dans le dos pour une tabac. Et donc ça, il faut avoir une grosse technique, parce que ça va très vite. Et ça, il match énormément avec le Stade Toulousain. Et après, bien sûr, il t'apporte cette caution aérienne. Voilà, il sécurise les ballons dans le domaine aérien, que ce soit les renvois et la touche. Donc, t'en as besoin dans un pack.
Et donc c'est vrai que c'est difficilement exportable, hein. Enfin, tu vois, transposable dans d'autres clubs, c'est compliqué parce qu'il faut avoir un pack limite fait autour de lui, quoi, pour bien intégrer, quoi. Mais c'est vrai que nous, on voit qu'il nous manque parce que on manque de scientifiques en touche et comme Voilà lui. pour Alexandre Roumat, du coup, qui fait maintenant le bonheur du Stade Toulousain après avoir passé 5 ans à Bordeaux-Bègles en provenance du BO de Biarritz. Encore un mec qui est passé par le Biarritz avant de venir sur Bordeaux. Voilà la fin de cet épisode, 1h30 à peu près. Donc on espère que vous êtes régalés. Nous, en tout cas, avec Yann, on s'est plus que régalé. Thibaut, merci beaucoup. C'était vraiment top de t'avoir. On espère du coup qu'on refera d'autres épisodes un peu plus tard dans la saison. Ça voudra dire que de chaque côté, ça s'est très bien passé. Un immense merci. On invite tous ceux qui nous écoutent à aller te suivre sur Twitter parce que c'est un régal. C'est toujours dans la bonne humeur et on apprend plein de choses. J'espère que toi, tu as passé un bon moment avec nous à faire cette petite preview du match qui nous attend dimanche. C'était super de discuter pendant de longues heures, ou en tout cas de longues après-midi sur Twitter. Et c'est encore plus génial de discuter avec vous pendant un moment comme ça, où on a vraiment le temps de prendre le temps d'exprimer ses opinions, d'avoir vos avis, toujours hyper intéressant. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'invite. Bonne continuation aux fans de l'UBB et à tous les deux. Et j'espère effectivement qu'on aura au moins une finale ou une demi-finale à déchiffrer avant la fin de l'année. Merci encore, les gars. Bah écoute, on s'est régalé. Effectivement, ça dure qu'1h30, mais je pense que si je les laissais les deux, ça aurait pu durer 4 heures. Peut-être qu'en prévu d'une finale, on fera un week-end podcast et on fera des épisodes de plusieurs heures. Immense merci Thibaut, merci Yannou. Ouais, mais merci Thibaut, c'était hyper cool. Vraiment kiffé, ouais. Merci les Avec copains. plaisir. Et on espère que vous vous êtes régalés et que vous avez hâte d'être au match et que vous y allez même peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc TuiSauvaIBB, Cyril Bourrez et Greg Aki, @ecolocanté et sur Instagram, les UBBistes et sur Spotify, Apple Podcast et Deezer si ce n'est pas encore fait. On vous souhaite une très bonne semaine en attendant le choc du top 14 dimanche soir. Allez, ciao! Ciao tout le monde. Salut les gars.